d'abord, j'appelle la chorale parce que nous allons commencer cette séance par un canon de Schubert sur une sentence de Confucius. Comme vous savez, Confucius, c'est le grand philosophe chinois très important dans l'histoire et aujourd'hui encore. Donc voilà, on veut déjà donner le goût de ce que c'est que cette philosophie, donc en chantant ce canon. Vous avez dans le programme les paroles de ce canon qui vous donneront un sens vraiment très percutant de qui est Confucius et comment il pense, et que je vais lire là, mais que vous pouvez consulter aussi. Ça dit, le titre le titre c'est « La marche du temps est triple ». La marche du temps est triple. Premier verset, « Le futur hésitant arrive lentement. Le présent s'enfuit à la vitesse de la flèche. Le passé demeure éternellement figé. » Dreifach ist der Schritt der Zeit, zögernd kommt die Zukunft hergezogen. Dreifach ist der Schritt, das jetzt entflogen. Voilà, le titre de ma présentation est donc c'est La Chine, amie ou ennemi. Pensons aujourd'hui, c'est comme Leibniz et Confucius. Alors, c'est déjà un peu du chinois, donc il faut que j'explique. Alors, pourquoi poser cette question, la Chine, amie et ennemi? Parce que depuis que le président Xi Jinping a invité tous les pays à rejoindre son projet de nouvelle route de la soie les 14 et les 15 mai dernier, lors d'une très grande conférence qui a eu lieu à Beijing et à laquelle il y avait plus de 29 chefs d'État et de gouvernement qui se sont rassemblés, les médias français se sont mis en chœur à dénoncer ce projet, accusant la Chine de volonté hégémoniste, à l'image des Échos, ce qui titrait « Le plan de la Chine pour dominer le monde » et de Libération et d'autres, ce qui parlait du fait que la Chine déploie ses tentacules à l'échelle mondiale ou sa géopolitique. Donc la couverture a été extrêmement hostile. Aujourd'hui, je vais vous montrer que ce projet est au contraire un projet extrêmement intéressant, dont le but est d'abord de faire en sorte que la planète entière retrouve sa croissance. C'est aussi un projet très novateur, car en promouvant une approche gagnant-gagnant entre tous les pays
pays, c'est qu'il soit petit ou grand, il remet en cause l'ordre géopolitique dominant, celui qui nous conduit tout le temps à la guerre. Alors, c'est en 2013 au Kazakhstan, c'est que le président Xi Jinping a lancé cette politique qu'il préfère appeler aujourd'hui la ceinture et la route. Nombre d'entre vous connaissent déjà le projet, mais pour ceux qui sont nouveaux, il y en a un certain nombre. Il est bon d'en expliquer à nouveau les grandes lignes. C'est une initiative qui s'inspire des anciennes routes de la soie, qui, entre le IIe siècle et environ le XVe siècle, ont relié la Chine à la péninsule arabique. C'était des corridors d'échanges culturels et économiques qui ont profité à l'ensemble, qui ont créé la prospérité, en fait, c'est de l'ensemble de cette région. Alors, la version moderne de ces routes que nous propose la Chine sont des corridors terrestres et maritimes, c'est des développements économiques reliant l'Asie à l'Europe, l'Asie c'est à l'Afrique, l'Asie c'est à l'Amérique latine, à travers donc la construction d'autoroutes, de chemins de fer, la modernisation des ports, la construction des pipelines, c'est pour le transport de l'énergie, des centrales énergétiques et des zones de coopération industrielle transfrontalière. Ceci donc en créant c'est des millions d'emplois et élevant le niveau de vie des populations partout où ces routes-là passent. Donc c'est un phénomène, si vous voulez, de grandes croissances pour sortir les peuples aussi du sous-développement. Alors voici une carte des corridors économiques. Voici une carte des corridors économiques qui sont déjà en train d'être construits à diverses étapes. Donc, c'est d'abord, vous voyez cette carte, cette carte avec des gros traits rouges. On voit donc un trait qui part de Beijing et qui va vers l'Europe, si vous voulez, un très grand trait, c'est comme ça. Ça, c'est un des corridors. On voit un autre qui passe par la Mongolie et la Russie, Chine, Mongolie, Russie, qui est plus à droite. On voit un autre donc, qui traverse le Pakistan donc, et qui va vers de l'océan Indien donc, jusqu'au nord, etc. On voit des corridors aussi asiatiques. Donc il y en a 6 de ces corridors-là. Et on voit aussi donc, une espèce donc la route de la soie maritime qui, elle, passe vers la mer de Chine méridionale, donc c'est pour aller vers l'océan Indien. Et ensuite, le golfe Persique, c'est l'Afrique ou l'Europe, en passant par le canal de Suez. Donc c'est tout ça qui est en construction. Déjà, il y a eu des accords récents pour le corridor de la Mongolie, la Chine et la Russie, et aussi pour les autres corridors. Donc là, on le voit d'une autre façon, si vous voulez, très clairement aussi. Donc c'est des investissements énormes. Donc la ceinture et la route est aussi un vaste projet d'échange scientifique et technologique parmi tous les participants. Et en fait, ça, c'est la chose qui est la plus novatrice et importante, c'est que pour la Chine est en train de proposer une économie qui engendre un progrès continuel. Donc qui est basé sur l'innovation, les principes physiques les plus avancés et qui donc engendre un progrès continu. Et d'ailleurs, les personnes qui sont en contact aujourd'hui avec la Chine, j'ai rencontré récemment un général qui a fait une conférence là-dessus, il dit c'est très difficile de parler de toutes ces questions-là parce que la Chine change tout le temps. Et donc, c'est la matrice culturelle aujourd'hui, c'est que tout change tout le temps, c'est de façon un peu désordonnée et chaotique par certains côtés, pas du tout parfaite, mais avec une forte volonté, si vous voulez, d'aller vers le progrès et ils le réussissent pour beaucoup très souvent. Alors, voilà donc le projet grandiose de la Chine. Il est l'équivalent de 12 fois le plan Marshall. Vous voyez ici, en termes d'investissement, le plan Marshall historique là-bas, c'est donc tout à droite, et ensuite les estimations donc pour le projet Une ceinture, une route au bord, c'est en anglais, qui démarre donc avec 1000 milliards d'euros, 1000 milliards de dollars donc des investissements que pour les infrastructures et pour les échanges scientifiques et techniques. Donc, et le but, c'est de pouvoir
terminer ce projet en beauté, si vous voulez, en 2049. C'est bien sûr, ça c'est l'angle chinois, si vous voulez, pour fêter le 100e anniversaire de la création de la République populaire de Chine, donc en 2049. Alors, il y a aussi, c'est donc dans ce projet, donc la création de plusieurs banques et des fonds qui ne financent que les infrastructures, notamment comme la Banque asiatique des investissements en infrastructures, la nouvelle banque de développement des BRICS et différents fonds de la route de la soie. Alors, voilà le projet. Alors, vous voyez que c'est quelque chose qui est immense. Et donc, de par cette dimension et son côté profondément novateur, rien de plus normal, c'est que les principales puissances étudient à fond la question, se posent des questions et se posent des questions du point de vue des intérêts bien compris de leur population. C'est normal. Ce qui ne serait pas normal, cependant, c'est le rejet pur et simple du projet par crainte d'être dépassé par la Chine ou c'est par une méconnaissance totale de cette grande et très ancienne civilisation qui, à maintes reprises, a dévancé la nôtre dans son histoire et qui, même jusqu'au XVe siècle, était pratiquement la plus avancée. Surtout, si vous voulez, que l'Occident, aujourd'hui, face à ce projet de la Chine, en proie à une grave crise financière, morale et politique, montre, contrairement à la Chine, une totale incapacité à se remettre en question et à proposer des projets d'avenir pour nos nations. Donc, on pourrait dire, face à ça, comme le grand sage chinois Confucius, lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Donc, ça, c'est pour nos élites occidentales. Alors, pourquoi est-ce que les élites occidentales paniquent ? Et là, je cite donc c'est l'auteur d'un livre qu'on vous conseille beaucoup de lire pour bien comprendre cette Chine qui est dans une évolution, mais vraiment très grande, qui progresse, qui va de l'avant, mais c'est pas du tout un processus parfait. Si vous voulez, il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de problèmes qu'ils doivent résoudre, mais ça progresse. Et alors, donc, ce que nous dit l'auteur de ce livre, qui s'appelle Paris-Pékin Express, qui est David Bavrez, donc c'est un économiste et investisseur qui vit en Chine, il nous dit en Occident, un monde ancien s'écroule. Et il tire la sonnette d'alarme sur la déprime, ce qu'il appelle la déprime occidentale. Il raconte, par exemple, que lors d'une conférence qu'il a donnée à une soixantaine de brillantissimes élèves de terminale du lycée français international en 2016, à la question qu'il a posée « Pensez-vous que le monde d'aujourd'hui est merveilleux ?» Seules 2 personnes ont osé lever timidement le bras avant de se raviser en vitesse, alors que dans le même cours de finance à l'université de Pékin, dans une situation comparable, à la même question, 35 mains se sont tout de suite élevées pour dire oui. Donc un optimisme qui est en Chine, qui est complètement perdu actuellement en Occident. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est la chose suivante, c'est très importante. Vu de l'extérieur, la Chine semble cumuler tous les défauts inimaginables, polluée, corrompue, dictatoriale, inégalitaire, endettée, vieillissante. Je suis sûre que vous avez entendu ces choses-là dans la presse ou à la télévision, dans les médias. Mais il dit, pourtant, un nouveau monde s'y invente quotidiennement. Tous ces travers, ils sont dénoncés, et je le cite, tous ces travers, ils sont dénoncés par les internautes, analysés par les experts, puis débattus en interne au sein du Parti communiste, qui y voit l'occasion de réformer un système conçu comme un être vivant, donc susceptible d'évoluer. Donc, et c'est pas un communiste qui dit ça, c'est un investisseur, c'est le frère de Nicolas Bavrez, que certains d'entre vous connaissent. Et voilà ce qu'il dit. Donc, tout ceci est bien loin de l'image monolithique faussement perçue en Occident. Les débats au sein du Parti communiste, dit-il, sont toujours très vifs et révèlent une forme de démocratie interne. Et cet auteur, Bavrez, de citer Jin Luqin, président de la nouvelle banque asiatique pour les infrastructures dont on a parlé tout à l'heure, qui, dans une interview récente au Financial Times, définissait les qualités hors normes des dirigeants chinois depuis près de 4 décennies, donc en disant « Les dirigeants chinois ont une vision, une détermination et des tripes
Donc, il y a certains pédagogues qui utilisent aujourd'hui les initiales sur des choses, ça donne VDT, vision, détermination et tripe. Et voilà ce qu'il faudrait que l'Occident retrouve, dit-il. Alors, nous avons dit au début que nous devons penser aujourd'hui comme Leibniz et Confucius. Ce sont donc deux très grands philosophes, l'un allemand, européen, l'autre chinois. On doit s'en inspirer pour retrouver notre vision et pour créer les conditions qui nous permettront de mettre fin à la pauvreté et à la faim dans le monde. L'heure est grave. On ne peut plus se permettre d'avoir des figures politiques incapables de penser au-delà des 5 ans, le temps d'une présidentielle, ou un système de partis qui, sans aucune vision, verrouille toute nouvelle idée, comme on l'a vu encore cette fois-ci dans l'élection avec Jacques Cheminade. De Gaulle a eu la vision d'une France moderne, ce qu'il a réalisé en une dizaine d'années. Deng Xiaoping, le dirigeant chinois qui a lancé les 4 modernisations de la Chine en 1979, a eu la vision de faire de la Chine l'une des principales puissances mondiales et elle a mis 38 ans pour être réalisée. Nous-mêmes, en tant que mouvement, donc, avons eu cette vision, Jacques Cheminade l'a dit, il y a 26 ans, nous nous battons depuis pour elle et nous avons contribué à ce qu'elle devienne une réalité. Les nouvelles routes de la soie proposées par la Chine sont aussi la réalisation moderne d'un très grand dessin du même type, échange économique et de savoir entre la Chine et l'Europe occidentale, qui a été formulé par le philosophe et scientifique allemand Leibniz au XVIIe siècle. Donc, je vous le présente. C'est lui, c'est quelqu'un qui a été très lié à l'histoire de France aussi, collaborateur de Colbert à l'Académie des sciences. Alors, en 1697, dans un ouvrage intitulé Nouvelles de Chine, Leibniz fit la proposition suivante à Pierre le Grand de Russie. C'est lui, Pierre le Grand de Russie, et à l'empereur Kangxi, qui était l'empereur de Chine. Alors, la proposition dit la chose suivante, il dit: une disposition particulière de la Providence a fait que la plus haute culture et ornement du genre humain se sont aujourd'hui comme concentrés aux 2 extrémités de notre continent, l'Europe et la Chine. Peut-être la Providence suprême s'occupe-t-elle, en faisant se tendre la main aux nations les plus policées mais les plus éloignées, d'élever tout ce qui se trouve entre elles à une meilleure règle de vie. C'est-à-dire un plus grand développement. Il parlait, dans ce cas-là, de la Russie, ce qui est entre les deux. Et donc, le but de ce projet était de mettre fin aux guerres en Europe, de promouvoir déjà à cette époque la coopération économique, scientifique et culturelle à travers tout le continent eurasiatique. À l'époque, Leibniz, qui était aussi un fan politique, avait réussi à intéresser au projet le tsar de Russie, Pierre le Grand, dont il était conseiller, le roi de France, Louis XIV, qui l'incitait avec Colbert à soutenir le projet, et la Chine, où il était en rapport avec les missions jésuites, qui, en échange d'une tolérance à l'égard de leur diffusion des dogmes et des rites chrétiens, instruisaient l'empereur Kangxi à l'astronomie et aux mathématiques. Ce document de Leibniz nous révèle aussi une société chinoise très avancée à cette époque, dont aujourd'hui nous n'avons aucune idée, tellement les préjugés contre la Chine sont lourds aujourd'hui. Il décrit au XVIIe siècle un empire chinois, et je cite, qui ne le cède pas en étendue à l'Europe cultivée, et même la surpasse en population, et qui comporte aussi maintes choses par où il rivalise avec nous et à armes quasi égales et tantôt vainqueur et tantôt vaincu. Leibniz et les missions jésuites étaient ébahis par le degré de progrès de la Chine. Et là, je cite à nouveau, « Si nous sommes égaux dans les techniques, si nous les avons vaincus dans les sciences contemplatives, il est certain que nous le fûmes dans la philosophie pratique. Cela fait presque honte de l'avouer, dit Leibniz. J'entends par là les règles de l'éthique et de la politique appropriées à la vie et à l'usage des mortels. On ne saurait dire, en effet, le bel ordre supérieur aux lois des autres nations, qui règle chez les Chinois toutes choses en vue de la tranquillité publique et des relations des hommes entre eux. » Et donc, ça c'est donc notre ami Confucius.
Comprendre la Chine et son projet de la ceinture et une route aujourd'hui exige de saisir l'importance de Confucius dans la formation de la matrice culturelle chinoise depuis le 5e siècle avant notre ère, même si cette sève extrêmement riche a pu être dénaturée au cours de son histoire, transformée en dogme et en doctrine d'État, parfois la dernière chose que Confucius aurait souhaité. Mais c'est cette matrice confucéenne qui pousse la Chine à se perfectionner et à lever le niveau éthique, mais aussi culturel et matériel de vie de sa population, sans que nous soyons là non plus dans un cadre parfait, absolument pas. Mais c'est quand même un petit peu comme le colbertisme pour nous en France, c'est une matrice qui, de temps en temps, revient et qui crée les conditions d'un progrès, c'est très grand, c'est pour les peuples, c'est pour la nation. Alors, Confucius a vécu entre 551 et 479 avant notre ère. C'était un sage, quelqu'un qui enseignait la vertu aux hommes, c'était un Socrate. Il enseignait donc une philosophie pratique, c'est une éthique destinée à tous, mais aussi, en particulier, c'est aussi important, c'est aux fonctionnaires d'État, une institution qui est plus importante encore en Chine qu'en France. C'est pas exagéré de le dire. À lire donc ces entretiens, tels que rapportés par ses disciples, on aurait tendance à y voir peut-être des petites maximes moralisantes. Erreur, on ne comprendrait rien alors à la pérennité et à la capacité de résilience de cette Chine dont l'existence remonte à plus de 5000 ans avant notre ère. La philosophie confucéenne est un humanisme et aussi une métaphysique. Le premier, ce verset de la Grande Étude, qui est le texte fondamental du confucianisme, dit, je cite, « La voie de la philosophie pratique consiste à développer et à remettre en lumière le principe lumineux de la raison qu'il a reçu du ciel, à renouveler les hommes et à placer leur destination définitive dans la perfection du souverain bien. » Donc, l'objectif de l'homme est le souverain bien. Et donc, la philosophie pratique consiste à renouveler cette lumière, à remettre en lumière ce principe lumineux qui doit nous guider. Donc, ça, c'est la question centrale du confucianisme. Et vous pouvez voir que si c'est vraiment appliqué, non pas comme un dogme, mais comme quelque chose que les gens... auquel les gens y adhèrent, donc ça peut être très puissant. L'homme, pour Confucius, est bon. Il est né avec 4 capacités, dont le ren, qui est la plus importante, qui est l'amour ou la bienveillance universelle. Le propre de l'homme, pour Confucius, c'est tout de même le perfectionnement. Devoir égal est donc fait à tous, depuis l'homme le plus élevé en dignité jusqu'au plus humble et plus obscur, de corriger et d'améliorer sa personne. L'homme de bien est celui qui consacre sa vie à développer cette bienveillance envers les autres. Et il dit avoir assez d'empire sur soi-même pour juger des autres par comparaison avec nous et agir envers eux comme nous voudrions que l'on agisse envers nous-mêmes. C'est ce qu'on peut appeler la doctrine de l'humanité. Et il n'y a rien au-delà. Donc, vous voyez ce côté humaniste. Et c'est cette ouverture d'esprit vers le bien, ce qui ouvre ensuite la voie aux vraies connaissances, si vous voulez, dans les domaines des sciences, de la culture et autres. Cette moralité n'est pas juste pour un individu, mais elle est en lien avec l'ordre universel. Il dit « Le corbeau s'envole jusqu'au ciel là-haut. Les poissons plongent jusque dans les abîmes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'endroit dans les cieux les plus élevés, ni dans les eaux les plus profondes, où la loi morale ne soit présente. » Et ailleurs, il dit « La règle de conduite morale du sage a son principe dans le cœur de tous les hommes, d'où elle s'élève à sa plus haute manifestation pour éclairer le ciel et la terre de ses rayons éclatants. » Voilà, c'est aussi une philosophie de gouvernement. Et ce qui, donc, dont nos politiciens devraient se saisir immédiatement. Il dit gouverner son pays avec la vertu et la capacité nécessaire, c'est rassembler
à l'étoile polaire qui demeure immobile à sa place, tandis que toutes les autres étoiles circulent autour d'elle et la prennent pour guide. Et donc un petit conseil aussi encore pour nos politiciens. Comment faire pour assurer la soumission du peuple? Confucius répond: élever, honorer les hommes droits et intègres, abaisser, destituer les hommes corrompus et pervers, alors le peuple vous obéira. Élever, honorer les hommes corrompus et pervers, abaisser, destituer les hommes droits et intègres, et le peuple vous désobéira. Donc c'est vraiment l'idée. Et puis donc il y a la fameuse idée de ce mandat du ciel, qui fait que si les gouvernants ne respectent pas le peuple tel qu'il est défini là, donc le peuple peut se révolter et les chasser. C'est assez souvent utilisé donc dans l'histoire de Chine. Alors penser comme Leibniz, c'est le thème de cette présentation. C'est aussi imiter la volonté de ces philosophes chrétiens d'entrer en dialogue avec le confucianisme. Contre les vœux de la papauté et d'autres ordres qui croyaient pouvoir imposer les rites chrétiens en Chine par la force, il a préféré établir la compatibilité entre ce qu'il qualifiera de théologie naturelle, le confucianisme, et la métaphysique chrétienne, à défaut de pouvoir l'établir avec la religion révélée chrétienne. Donc, il s'agit de rendre compatible la théologie naturelle confucéenne avec la métaphysique chrétienne. Ce faisant, il a pu montrer une compatibilité entre ces deux cultures au niveau de quelque chose de plus essentiel que tous les rites et qui est le processus de création. La question cruciale pour faire cela a été pour lui de trouver dans les formes anciennes du confucianisme une séparation stricte entre un principe qui est totalement spirituel et qui ne se mélange pas avec la matière, mais qui engendre la matière. Et il a trouvé ces conceptions dans le li, dans un principe qui s'appelle le li des néo-confucéens, et dans le qui sera, lui, l'instrument matériel qui permet au li d'engendrer un univers matériel. Donc le li est pur esprit et potentiel, mais donc il engendre la matière par le qui est un instrument matériel. Donc, ceci à la façon de sa propre monade, pour ceux qui connaissent Leibniz. Pour Leibniz, il y a une monade centrale qui est Dieu, et des monades qui existent au niveau donc de l'univers mélangé à de la matière, à son image. Voilà, c'est donc Leibniz trouve, c'est donc dans ce néo-confucianisme, donc la façon d'établir le lien entre ces deux doctrines et de faire dialoguer donc les Chinois et les chrétiens. Donc, comme Leibniz à son époque, nous devons aujourd'hui nouer le dialogue avec la Chine. Avant de rejeter la main tendue des Chinois pour rejoindre la nouvelle route à la soie, voyons quelles sont nos valeurs communes profondes avec cette Chine, ce qui nous semble si lointaine aujourd'hui. Autre exemple de la vivacité de ces idées et de nos valeurs communes, l'admirable renaissance connue par la Chine avec la deuxième phase du renouveau du confucianisme, donc qui prend la forme de ce néo-confucianisme, avec une métaphysique plus construite que le confucianisme initial. Mais grâce à toutes ces idées, donc il y a dans cette période de la dynastie de Song, donc entre 960 et 1279, une renaissance, c'est donc très très grande, comparable à notre renaissance européenne, qui va se produire, et en particulier grâce à une amélioration de technologies agricoles, à une nouvelle variété de riz plus résistants et à la volonté des Song de tripler les surfaces cultivées ayant recours à l'irrigation. L'agriculture sous les Song verra sa productivité fortement augmenter, ce qui entraîne entre le Xe et le XIe siècle un essor spectaculaire de la population que certains situent à 50, mais d'autres à 100 millions d'habitants pour la Chine déjà à cette époque. Elle a connu aussi une industrialisation précoce, selon l'historien Robert Hartwell, maîtrisant y compris la technique des hauts fourneaux obtenue par l'utilisation de la houille pour la production de fonte. 700 fonderies y produisaient apparemment des dizaines de milliers de pièces en fonte par an pour la production d'armes, mais aussi d'outils agricoles, d'objets cultuels et de pièces de monnaie.
C'est aussi sous les Song que des dizaines de milliers de livres sont édités chaque année, allant d'ouvrages religieux aux manuels scientifiques, grâce au développement de l'imprimerie par le procédé de la xylographie. De la vie générale, cet âge d'or a été permis par une plus grande cohésion de l'administration royale, assistée par de nombreux fonctionnaires de plus en plus importants et lettrés recrutés au mérite par les concours impériaux. L'essor économique a pu être généralisé à tout le pays grâce à un réseau de voies terrestres et navigables d'une densité incomparable dans le monde d'alors. C'était déjà la connectivité en Chine. Grâce aussi à une plus grande connectivité monétaire, puisque c'est à cette époque qu'est développée pour la première fois la monnaie papier. À cela, il faut ajouter aussi le développement d'une marine de guerre et marchande de premier plan, les Song du Sud ayant été obligés d'orienter leur commerce par mer vers l'océan Indien et le Golfe Persique. L'usage de la boussole, c'est pour le transport maritime, se développe massivement, ainsi que la cartographie, et apparaissent à cette époque-là des grandes jonques, c'est des hautes mers chinoises, c'est des bateaux magnifiques qui allaient vraiment très 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 vite. Je ne sais pas si on arrive à le voir là, c'est un exemple, je crois, du 5e au 8e siècle. Et c'est aussi la découverte de la poudre à canon et des premières formes de roquettes. Enfin, c'est une période de très grande créativité artistique. C'est la calligraphie, la peinture, la poésie et autres ont atteint un sommet dans leur développement. Et là, on voit, par exemple, une peinture de cette période du 11e au 12e siècle. Ça décrit toute une ville avec beaucoup de passants, de maisons. C'est parfaitement fait. Donc, 400 ans pratiquement avant notre Renaissance européenne. Et avec la perspective. Et alors ensuite, on a ici, c'est donc une autre qui est plus tardive, de Zhu Shen, du XVe siècle, mais on voit déjà là, c'est la perspective aérienne de Léonard de Vinci. Vous voyez, donc il y a une petite maison ici avec des arbres, et de plus en plus les montagnes derrière deviennent floues, donc parce qu'il y a la perspective aérienne. Donc voilà un autre exemple de cette matrice culturelle confucéenne qui est à nouveau à l'œuvre aujourd'hui en Chine. De façon totalement imparfaite, c'est elle quand même qui lui a donné la vision et la détermination de perfectionner son peuple, de sortir 700 millions de personnes de la pauvreté absolue en 38 ans. Elle que l'on retrouve dans cette idée d'accord gagnant-gagnant entre toutes les nations, qu'elles soient petites ou grandes. Le développement très rapide de la Chine a aussi provoqué toutes sortes d'excès auxquels le gouvernement actuel tente de remédier actuellement en revenant pleinement à la matrice culturelle confucéenne. Mais, comme dirait Confucius, nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son existence sans épreuve. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons aussi apprendre aujourd'hui. Alors, penser comme Leibniz et Confucius aujourd'hui veut dire très concrètement, c'est à notre avis, accepter la main tendue des Chinois pour participer à leur route de la soie. Et puisqu'il s'agit des accords gagnant-gagnant, où la Chine est prête à se plier aux lois de chaque nation, c'est à nous de définir les domaines dans lesquels nous voulons coopérer. La France, l'Europe est inquiète que la Chine prenne ces entreprises stratégiques. Définissons alors une liste d'entreprises que nous voulons protéger, car elles sont connectées à la défense ou des choses comme ça. Mais aussi, définissons les domaines dans lesquels nous sommes prêts à coopérer avec eux. La Chine peut participer à des cofinancements dans les infrastructures, y compris ici en France, à l'image de ce qui a été déjà fait dans le cadre du Grand Paris, où elle a apporté 1 milliard d'euros dans un fonds de contrepartie de notre fonds souverain, la Caisse de dépôt et de consignation. Et la France a trouvé un autre milliard pour constituer un fonds 50-50 donc avec la Chine. Ça ne comporte pas des pertes de souveraineté, c'est vraiment une collaboration gagnant-gagnant à une époque où ici en France, en Europe, on n'a presque pas de capital pour investir.
La Chine est d'accord pour ce type de projet, mais ce qu'elle souhaiterait surtout, c'est faire des accords conjoints en pays tiers, donc avec la France, en Afrique notamment, ça peut être en Asie, ça peut être en Grande-Bretagne, c'est comme le projet des centrales nucléaires de Hinkley Point, parce que là, si vous voulez, dans ce type d'accord, ce sont les deux pays qui sont gagnants-gagnants. Donc, ils ont tout à gagner d'aller ouvrir de nouveaux marchés, et l'industrialisation rapide qui a lieu en Afrique serait l'occasion pour la France de revenir sur ce continent avec des politiques qui, après avoir éliminé le fonds CFA, pour créer réellement une richesse réelle pour ces pays et avec ces pays. Alors, c'est risqué, oui, comme toute aventure nouvelle, mais rappelons-nous donc de notre nouvelle devise, vision, détermination et trip. À l'aventure, nous devons aller avec cet autre conseil de Confucius. L'homme de bien est droit et juste, mais non raide et inflexible. Il sait se plier, mais pas se courber. Voilà ce que je voulais vous dire.